en direct. Bon, je m'assois. Oui. Allez. Alors bonjour, nous sommes évidemment très ravis d'accueillir Xavier Laurent Petit, qui est invité donc, par Passeur de mots pour son roman Les loups du clair de lune, histoire naturelle, qui est donc cette année dans la sélection du prix du livre élu ado. Voilà. Donc cette rencontre, elle va se dérouler en 3 temps. On va d'abord, Isabelle et moi, faire une petite lecture du début du roman, avec des extraits, pour vous mettre un peu dans le bain. Ceux qui l'ont pas lu, il y en a qui l'ont lu. Et il y en a qui l'ont pas lu. Ok. Ben, dans le cas du stage, je vais repartir avec. Voilà. Donc un petit temps de lecture, assez court. Ensuite, temps d'échange, vos questions, avec des dédicaces. Et puis on se ménage un petit quart d'heure pour des dédicaces, si vous avez envie, soit de dédicaces, dédicacer vos livres à vous, soit ceux que la librairie Il était une fois du Pillon nous a amenés. Et on essaie de finir vers 17h15, c'est ça? Oui. Non, à 15 on fait les dédicaces. Oui, c'est ça. Voilà. On ferme à 30. On arrêtera le direct donc sur Facebook vers 15. Et puis voilà, pour rester un petit peu de temps. Vous avez le temps de rentrer. Voilà. Nous y voilà. Maman s'est garée. Elle a coupé le moteur et on n'a plus entendu que le vacarme assourdissant des cigales. Le petit parking où grand-mâ devait nous retrouver était juste après le pont de la Surprise River. Une vingtaine de mètres plus loin, une piste s'enfonçait sous les arbres. Cloué sur un tronc, un panneau à demi effacé annonçait « Tip of the world », le bout du monde. C'est là que grand-mâ habitait, dans une maison en bois tout au bout de la piste. Au-delà, il n'y avait plus que des kilomètres de forêt, avec des arbres de plus de 3000 ans et des coins où aucun humain n'avait jamais mis le pied. Du moins ce qu'elle affirmait. Du parking, il fallait compter pas loin de 2 heures de 4x4 pour rejoindre la maison de grand-mâ. Queenstown, la ville la plus proche, était à 3 heures de route, et Doug, son seul voisin, vivait à une quarantaine de kilomètres de là, à mi-chemin de Queenstown, dans une cabane plutôt déglinguée. Le bruit du vieux Toyota était reconnaissable de loin. Grand-mâ a surgi dans un nuage de poussière et s'est arrêtée à moins de 10 cm de la voiture de maman. « Mais chérie, quel bonheur de vous revoir! Je suis un peu en retard, mais j'espère que vous... » Maman, tu n'es pas un peu en retard. Tu es terriblement en retard. C'est insupportable. Ça fait 1h30 qu'on crève de chaud en t'attendant sur cette saleté de parking. 1h30, tu te rends compte? 1h30, ma chérie, oui, là, tu as raison, j'ai un peu exagéré. Mais je sais pourquoi. Figure-toi que je n'ai plus de montre. Je l'ai jetée le mois dernier. Et maintenant, je vis à l'heure du soleil. Donc, ça fait un décalage, tu comprends? 1 heure de moins par rapport à l'heure officielle. Donc, finalement, je n'ai qu'une petite demi-heure de retard. Ce n'est pas si terrible que ça. Tu vis à l'heure solaire maintenant. Exactement, ma chérie. L'heure solaire, c'est bien meilleur pour l'organisme. Tous les médecins te le diront. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà des années que tu n'as pas mis les pieds chez un médecin. Bon, allez, je file. Je travaille demain et j'ai encore un bon paquet de route avant d'arriver à la maison. Tu ne veux pas boire un thé avant de partir? Maman, j'adorerais boire un thé avec toi. Mais pour ça, il faudrait d'abord que tu te décides à vivre comme tout le monde. Je ne vais pas faire 4 heures de piste aller et retour juste pour une tasse de thé. Je ne suis pas idiote, ma chérie. J'ai apporté une thermos de thé, figure-toi. Je te rappelle qu'on ne se voit que 2 ou 3 fois par an, alors tu peux peut-être prendre quelques minutes de ton temps précieux pour ta vieille mère, non? Grand-mâ a rempli 3 gobelets en plastique. Maman a avalé son thé glacé à toute allure. Délicieux, mais cette fois, je file. Elle m'a serré dans ses bras. Salut ma chérie, passe de bonnes vacances. Et surtout, fais attention à cette vieille folle de grand-mâ. Surveille-la de près, qu'elle ne fasse pas trop de bêtises. Grand-mâ a coupé le moteur, et le bruit des cigales nous a enveloppés, comme si des milliers de petits moteurs électriques se mettaient soudain à grésiller. Elle a regardé les galets blanchis par le soleil, les herbes sèches sur les berges. Disons que j'habite là, Anna.
Et je n'ai jamais vu la Violetta dans cet état. J'ai fait le compte. Il n'a pas plu une goutte d'eau depuis 85 jours. 3 mois sans pluie. Regarde les arbres. J'ai levé le nez. On n'était encore qu'au milieu de l'été. Mais les feuilles étaient déjà sèches, roussies par le soleil. Au pied des troncs, la terre était craquelée et les herbes ressemblaient à de la paille. J'ai fouillé dans les archives de la bibliothèque de Queenstown. Depuis 137 ans que la ville existe, on n'a jamais connu une sécheresse pareille. Un vol de perruches à ventre orange s'est enfui en poussant des cris qui ressemblaient à des miaulements. Le ronronnement du 4x4 m'endormait un peu, et grand-mère restait silencieuse. Pas dans ses habitudes. Tu serais capable de garder un secret? Un secret? Bien sûr. Ah, attention, je ne parle pas d'un minable petit secret de copine dans la cour de récréation. Je te parle d'un vrai secret, de quelque chose de grave, d'important, que tu ne devras répéter à personne. Tu en serais capable? Je ne sais pas. Personne ne m'a jamais confié un gros secret comme ça. Mais si ça arrivait, tu penses que tu pourrais le garder pour toi? Toute la vie? Toute ta vie. Je pense que oui. Bien. Nous avançons un peu plus loin dans le roman, au chapitre 8. Granda et moi sommes restés un moment à écouter la petite chouette et les grillons qui avaient remplacé les cigales à la tombée de la nuit. Tu veux connaître le secret dont je t'ai parlé tout à l'heure? Tu vas me le dire? Je vais te le montrer. Mais tu dois d'abord me promettre de ne pas en parler à qui que ce soit. Un mot. Même à maman? Même à ta mère. Bien d'accord? Promis. Il s'est levé et s'est dirigé vers la bibliothèque. Granda aimait deux choses, vivre en pleine nature et lire. Tout le fond de la grande pièce était occupé par des étagères sur lesquelles s'alignaient des centaines de livres. Elle a écarté 3 ou 4 livres du bout des doigts et, avec 1000 précautions, a sorti un petit objet caché derrière eux, comme s'il s'agissait d'un trésor. C'est ça ton secret? Elle devait vraiment y tenir, parce que ce n'était pas dans ses habitudes d'être si méfiante. Le bout du monde était ouvert à tout vent, la carte Visa de grand-mère traînait n'importe où, et il n'y avait même pas de serrure aux portes. Mais là, elle est revenue vers moi avec une petite objet serré au creux de sa main. Qu'est-ce que tu penses de ça, Anna? Elle m'a tendu un tube en verre fermé par un bouchon. À l'intérieur, il y avait quoi? Qu'est-ce que c'était que ce truc? J'ai d'abord cru que c'était une petite touffe d'herbe, mais à y regarder de plus près, c'était des poils. C'est ça ton secret? Une touffe de poils dans un tube de verre? Oui, ma chérie, c'est ça mon secret. Ou plutôt, c'est une partie de mon secret. Parce que la question, bien sûr, c'est de trouver qui est le propriétaire de ces poils. Tu as une idée? Je sais rien, moi. Un possum? Un wallaby? Un bandicot? J'ai sorti tous les noms d'animaux qui me passaient par la tête. Aucun d'eux n'était le propriétaire de la touffe de poils. Je donne ma langue au chat. Le problème, Anna, c'est que moi aussi, je donne ma langue au chat. Je ne sais pas ce que c'est. J'avais un peu de mal à la croire. Depuis plus de 10 ans qu'elle habitait au bout du monde, grand-mère avait tout appris sur la nature qui l'entourait. Elle s'y connaissait spécialement dans un domaine plutôt bizarre, les crottes d'animaux. Grand-mère se moquait d'elle-même en disant qu'elle était devenue une véritable crottologue. Rien qu'à examiner une crotte trouvée entre les herbes, elle pouvait donner le nom de l'animal, dire ce qu'il avait mangé et quand il était passé là. Plusieurs fois, même, des biologistes du parc national avaient fait appel à elle. Et voilà qu'elle séchait devant une simple touffe de poils. Je n'en revenais pas. Alors, si tu ne sais pas de qui il s'agit, ça veut peut-être dire que c'est un animal inconnu? Pas tout à fait, Anna. J'ai bien une petite idée, mais elle est tellement bizarre que je préfère la garder pour moi tant que je n'en suis pas sûre. J'ai besoin de plus d'indices, des traces sur le sol, des photos, des vidéos. Ça ne va pas être facile. Parce que c'est un animal rare? Encore plus que ça. Et certainement très privé. Tu ne veux vraiment pas me dire son nom? Seulement quand je serai certaine de ne pas me tromper, Anna. Allez hop, au lit. Demain on se lève tôt. On va où?
là où personne ne veut jamais. Voilà, suspense. Super. C'est bien de s'entendre être lu comme ça, c'est agréable. C'est bien tout ça. Un peu plus dans le cadre. Voilà, donc vous avez sélectionné tout Oui, on a fait des petites coupes le pour que ce passage soit plus du début. Voilà. galopant. Ouais. Pour lui donner envie De découvrir. de découvrir cet animal mystérieux. Donc, pour représenter un petit peu le livre, Les loups du clair de lune, donc, qui est dans la sélection de cette année, il fait partie donc d'une collection Histoire naturelle. Donc ça, c'est le second titre qui est sorti Voilà. dans la collection. Alors, le premier, c'est celui-ci. Voilà. Un c'est temps ça, de un chien. chien. Voilà. Et le troisième, c'est celui-ci. Et le quatrième, c'est le quart d'heure publicitaire, sort au mois de mai. Ah, voilà. Donc bientôt. Donc, Alors, comme en disait. fait, les histoires naturelles, c'est une série que j'ai proposée à l'école des loisirs. Ouais. Alors, quand on pense série, on pense personnages, comme on le dit aujourd'hui, récurrents, donc qui reviennent. Là, c'est pas du tout le cas, c'est une série thématique. Et à chaque fois, on retrouve 4 éléments. On retrouve quelqu'un qui a aux alentours de 9-10 ans, un animal, un événement climatique, pas forcément dramatique, mais qui connaît le premier, par exemple, un temps de chien, c'est parti de la tempête Katrina en 85 à la Nouvelle-Orléans. Et le quatrième élément, c'est voilà, un lieu précis. Donc là, pour celui-ci, c'est la Nouvelle-Orléans. Pour les loups du clair de lune, on est en Tasmanie, donc vous avez une carte là. Voilà, celui-ci, Mission Mammouth, se passe tout à fait au nord-est de la Sibérie, le long d'un fleuve qui s'appelle, en fait, à la jonction de 2 fleuves, un qui est sinistrement connu qui s'appelle la Kolyma, et l'autre qui s'appelle la Berezovska. Et c'est là qu'en 1902, des scientifiques de Saint-Pétersbourg, de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, ont réussi à ramener depuis l'extrême est de la Sibérie jusqu'à Saint-Pétersbourg le premier mammouth entier pris dans les glaces. Et l'un de ces 2 scientifiques avait un nom pas du tout russe, même s'il était effectivement russe, s'appelait Pfitzenmayer. Et Eugène Pfitzenmayer a écrit un bouquin pour raconter toute cette aventure, parce qu'en 1902, c'était une aventure d'aller de Saint-Pétersbourg, ça l'est toujours un petit peu, d'aller de Saint-Pétersbourg jusqu'au nord-est de la Sibérie, ça prenait 3 mois, c'était 3 mois de voyage dans des conditions dantesques. Il a écrit un livre qui très bizarrement, a été traduit en français, et encore plus bizarrement, je l'ai déniché chez un brocanteur, donc une somme tout à fait modeste, parti avec les aventures de Pfitzenmayer. Voilà. Il y a toujours aussi un illustrateur associé. Alors, il y a une illustratrice qui fait des choses magnifiques, qui s'appelle Amandine de Launay. Toujours la même. C'est toujours la même. Voilà, donc j'aimerais montrer des illustrations d'animaux, il y en a quelque part, je ne sais pas où. Il suffit qu'on cherche pour ne pas trouver. Enfin voilà, donc elle fait des illustrations, ça m'énerve de pas trouver. Voilà. Voilà, donc elle fait des illustrations comme ça. Et en fait, étant donné que toute cette série est très documentée, moi je lui envoie des photos ou des documents à partir desquels je travaille, et elle dessine à partir de ces documents. Je tiens à préciser que c'est absolument pas un travail numérique. C'est-à-dire qu'on pourrait croire comme ça qu'elle reprend des photos et qu'elle les travaille sur ordinateur avec des logiciels, des trucs, des machins. Et en fait, pas du tout. Elle travaille vraiment, j'allais dire à l'ancienne, quoi, c'est à la main. Et il y a certaines illustrations que je trouve extraordinaires. C'est presque du pointillisme. Voilà, un portrait comme ça, si on regarde comment il est fait, c'est vraiment des centaines de petits points, plus ou moins resserrés ou plus ou moins espacés. Et c'est un travail magnifique. Donc, j'adore ce qu'elle fait. On se connaît quasiment pas, on s'est croisés juste une fois. Mais c'est un vrai plaisir de travailler avec elle. Donc c'est l'éditeur qui vous a proposé cette illustration. C'est l'éditrice qui a proposé. Et en fait, même,
en temps normal, elle n'est pas illustratrice, elle est ce qu'on appelle graphiste, ce qui n'est pas exactement le même travail. Et je crois que c'est une des toutes premières fois où elle a l'occasion d'illustrer des livres, des romans. Une série très documentée. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voyager sur les lieux? Parfois oui, parfois non. Alors, pour le premier, Un temps de chien, j'ai jamais mis les pieds à la Nouvelle-Orléans. Voilà. Donc, par contre, on a quelque chose quand même sur Internet qui est extraordinaire, qui s'appelle Google Maps. Voilà, ce qui fait qu'on peut se balader dans la Nouvelle-Orléans sans y mettre les pieds. Donc, effectivement, moi, j'ai pris un plaisir incroyable à ça. Je veux dire, quand il est question d'une épicerie, au moins à l'époque où j'ai écrit le livre, l'épicerie est là, à l'angle de telle rue et de telle rue, etc. etc. Les loups du clair de lune, il se trouve que j'ai l'un de mes fils qui a travaillé en Australie, en Tasmanie, donc je l'ai rejoint. Et on s'est effectivement beaucoup baladé en Tasmanie ensemble. Donc là il y a un peu plus il y a du vécu. Et puis le dernier, Mission Mammouth, c'est un petit mélange des deux. Donc j'ai jamais mis les pieds en Sibérie. Par contre, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller me balader dans ce qu'on appelle le Grand Nord, donc au Groenland ou en Laponie, donc largement au nord du cercle polaire. Et donc là, j'ai repris évidemment ces ambiances de grand froid, les paysages de taïga, enfin, etc. On ne retrouve pas au Groenland, mais on se retrouve en Laponie. Voilà, donc c'est un petit méli-mélo de différentes choses par rapport au voyage que j'ai pu faire. Alors, je précise aussi qu'en ligne, vous pouvez bien sûr envoyer vos questions. Voilà. Oui, vas-y. Vous écrivez un livre en ce moment? Alors j'écris un autre tome. Donc, le 4e tome, il est déjà, voilà, il est terminé, il est fini, il est du côté de l'éditrice. Et là, en ce moment, je suis en train d'écrire ce qui va être le 5e tome des histoires naturelles, qui se passe en Bolivie. Alors la Bolivie, on imagine les Andes, donc des villes perchées à très haute altitude. Et en fait, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a une partie amazonienne de la Bolivie. Donc quand on descend des Andes, il y a une partie amazonienne. Et cette partie amazonienne a une biodiversité, donc il y a énormément d'animaux. C'est extrêmement riche. Et c'est entre autres, bon, je bosse sur ma science, on va vérifier. Enfin voilà, c'est, paraît-il, le coin du monde où il y a le plus de grenouilles. Et à Cochabamba, donc, qui est une ville qui elle, est un peu perchée en pleine montagne, il y a une sorte de centre d'études de ces grenouilles, et dans lequel ils ont récupéré des animaux extrêmement rares, et pour certains tellement rares qu'on n'en tenait qu'un seul spécimen. Et donc il y a une grenouille, dont le nom scientifique est Telmatobius yuracare, je ne sais jamais de façon ça se fait, c'est un des deux, voilà, qui est la dernière de son espèce. C'est un petit mâle. Et ça fait 10 ans qu'on n'a jamais vu d'autres spécimens de cette espèce en liberté. Et il y a 2 ans à peu près, la scientifique responsable de ce centre de préservation s'est mis en tête d'aller rechercher, de monter une expédition dans cette Amazonie bolivienne pour tenter de retrouver éventuellement au moins une femelle, pour tenter de sauver l'espèce en fait. Parce que quand ce mâle mourra, l'espèce va disparaître. En fait, elle a une idée drôle et assez géniale, et elle a passé une annonce dans un site de rencontre. Voilà. Elle a appelé sa grenouille Roméo, et Roméo se présente sur ce site de rencontre. Alors le début de du réel profil de Roméo tel qu'il a été présenté sur ce site de rencontre, c'est un truc du style Hello, bonjour, je m'appelle Roméo, j'imagine que vous demandez ce qu'une grenouille comme moi vient faire sur ce site. Figurez-vous, je fais exactement la même chose que moi, que vous, je suis à la recherche de l'âme sœur, voilà, et il raconte un peu, il dit, sauf que moi c'est un peu urgent, parce que figurez-vous que le jour où je mourrai, j'ai pas de descendance. Mon espèce disparaîtra si le jour où je meurs, si on ne trouve pas une petite femelle. Et ça marchait au-delà de l'imaginable, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de l'équivalent de, je crois que
en euros, je crois que c'était aux alentours de 15 000 euros pour monter cette expédition. Et ils ont presque récolté le double. Ils ont récolté un peu plus de 25 000. Ce qui leur a permis de monter cette expédition dans un des endroits qui sont... Alors ça se passe dans ce qui s'appelle la forêt des nuages. C'est à la fois toujours brumeux, très chaud. Personne ne met jamais les pieds là-bas, donc avancer là-dedans, c'est une aventure complète. Et non seulement ils ont retrouvé une petite femelle, mais ils ont retrouvé 5 spécimens de cette grenouille. Enfin, mâle et femelle. Voilà, donc moi je suis les aventures de ces petites bêtes sur Internet depuis qu'ils les ont retrouvées, quoi. Ils sont quand même face à un souci net en ce moment, ils n'arrivent pas à se reproduire. Ça ne marche pas. Personne ne sait trop pourquoi. Donc, voilà, donc je pourrais vous donner les liens Internet pour aller voir ce qui se passe avec Roméo et sa Juliette, puisqu'elle existe maintenant. Voilà. Donc le 5e tome, sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, c'est cette histoire-là. Voilà, c'est ce que je trouve drôle. Voilà. Mais justement, c'est des déclencheurs pour vous pour partir sur la fabrication de romans, qu'est-ce qui fait que cette petite Oui, ben, les déclencheurs, on ne sait jamais trop ce que ça va être par définition, quoi. Voilà, moi, il se trouve que je regarde. Je consulte très souvent des sites, des sites scientifiques. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle The Conversation, qui est contrairement à son nom est écrit en français. Il y a une version anglophone et une version francophone. Voilà, il y a souvent des petits articles comme ça sur, entre autres, bon, ce qui m'intéresse, quoi, la biodiversité, le monde animal, ce qu'on appelle l'équilibre écologique, quoi, ou déséquilibre plutôt. Donc voilà, et donc je suis tout ça d'assez près, et il y a des milliers d'histoires à raconter. Je ne suis pas à court d'idées pour continuer la série. Mais il y a que vous qui écrivez dans cette série. Bah, c'est moi qui l'ai proposé. Oui, mais je pensais que ça allait être avec Alors, le même principe avec je pense qu'un jour ou l'autre, j'ouvrirai à mes petits camarades. Mais il faudrait aussi que l'éditrice, enfin j'en ai jamais parlé avec, je voyais ça comme une collection. avec Véronique Aitzo, qui est mon éditrice, mais je pense que ce serait une bonne idée à un moment ou à un autre, effectivement, j'y ai pensé. Voilà. Votre formation initiale, vous êtes biologiste, vous avez un rapport avec la biodiversité ou Alors, c'est un goût personnel? ma formation initiale, elle n'a aucun rapport avec ça. Moi, j'ai fait de la philo, ce qui m'a amené à devenir instit très brièvement. Ça devait être 5 ans. Alors, il y a une filiation dont je suis très fier, c'est que mon arrière-grand-père, à qui j'ai dédicacé la mission Mammouth, est mort depuis en 21. Enfin, en 1921. Donc, ça commence à dater un petit peu, cette histoire-là. Et il était directeur du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et c'est un monsieur qui a écrit des tas de bouquins, aujourd'hui qui serait un petit peu j'imagine un petit peu dépassé, enfin même certainement beaucoup dépassé, mais c'était quelqu'un qui a été un des fondateurs, avec le prince de Monaco, et pas mal d'autres quand même, il n'était pas deux, hein, de tout ce qui est l'océanographie. Voilà, il a entre autres monté un laboratoire d'études marines en Normandie, sur la petite île de Tatsiou. C'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, et puis il est parti sur ce qui a été les 2 premiers bateaux océanographiques. Il y en a un qui s'appelait le Travailleur et l'autre, j'ai oublié son nom. Enfin, voilà, donc moi j'ai été élevé dans l'espèce de mythe en fait de cet homme. J'ai fréquenté le Muséum d'histoire naturelle quand j'étais gamin, j'y allais sans arrêt, et adulte, toutes les fois que je retourne à Paris, il n'est pas question qu'elle fait un tour à Paris sans passer par le muséum. Et il se trouve que j'ai un de mes fils qui lui est réellement biologiste et qui bosse en Amazonie, enfin qui a bossé en Amazonie. C'est quand même un petit milieu. Voilà. Oui, oui. Il parle de quoi votre 4e tome? Alors le 4e, il se passe dans un lieu où là j'ai jamais mis les pieds, qui est la baie de Chesapeake. Donc la baie de Chesapeake, c'est au sud de New York.
Si tu vas tout au bout de cette baie, tu tombes sur une grosse ville, sur deux grosses villes, tu as Philadelphie et Baltimore. Et cette baie, pardon, est parsemée de petites îles, très basses. C'est pas du tout, c'est des îles qui sont ce qu'on appelle limoneuses, c'est-à-dire c'est une espèce du sable, de la terre, de la vase, mais certaines sont habitées. Et là, je suis tombé sur une histoire, là aussi, comme j'adore. Une de ces îles, qui s'appelle Holland Island, a disparu, carrément disparu, entre 1914 et 1918. Personne n'est capable d'expliquer ce qui s'est passé. Donc c'est une île qui était très basse par rapport au niveau de la mer, mais qui était habitée, on estime qu'il y avait en gros 350 à 400 personnes qui habitaient sur cette île, c'était des familles de pêcheurs pour la plupart. Et il y avait une école, il y avait une épicerie, il y avait une église protestante, enfin un temple, il y avait, etc., etc., quoi. Et il y a eu une succession de tempêtes. J'ai jamais trouvé d'explication satisfaisante. Ce qui est sûr, c'est que l'île a commencé à s'éroder, c'est-à-dire à s'user dans la mer, à fondre dans la mer, en fait, très rapidement. Et il y a des cartes qui ont été faites de cette île. Tu vois, l'île en 1910, elle est comme ça. En 1914, elle a déjà un petit peu réduit de taille. En 1916, elle est comme ça. Et en 1918, il reste ça. Et je crois que c'est en 1918 que le dernier habitant est parti. Aujourd'hui, tu regardes là encore sur Google Maps, quelque chose comme ça, tu cherches Holland Island, tu la trouves cette île, elle est encore située, elle est encore nommée, sauf que c'est un marais qui est recouvert à marée haute, et qui ne découvre qu'à marée basse. Voilà. Et il se trouve que cette histoire se passe, donc la disparition de l'île, ça a commencé réellement, en gros, ce que j'ai dit, en 1914, et en 1917, c'est le moment où les États-Unis vont rentrer en guerre, Première Guerre mondiale, et vont envoyer les premières troupes en Europe. Et il y a des garçons, des jeunes qui avaient 18-20 ans, qui se sont engagés dans l'armée à ce moment-là, qui habitaient sur cette île. Ils sont partis combattre en Europe. Et ceux qui sont rentrés n'ont pu retrouver l'endroit où ils habitaient. Leur famille avait été obligée de s'installer sur le continent. Voilà, donc je raconte entre autres l'histoire d'un de ces garçons qui effectivement va partir. Son frère plus jeune reste lui sur l'île. Et puis quand ce garçon revient, voilà, tout ce qu'il connaissait, tout l'endroit où il a passé son enfance, tout ça c'est sous l'eau. Et c'est devenu une gigantesque réserve naturelle d'oiseaux. Ce que c'est toujours aujourd'hui. Voilà. Le titre, ce sera l'île sous la mer. Vous écrivez sur des histoires sur les animaux, et du coup, est-ce que vous avez une espèce préférée ou à laquelle vous vous intéressez plus que les autres? Alors, je passe pas mon temps à écrire des histoires sur les animaux. Il se trouve que là, voilà, cette série-là en fait partie. Bah, je m'aperçois, alors sauf pour celui-ci et pour celui dont je viens de parler, mais il y a quand même quelque chose qui est à la fois regrettable et passionnant. Ce sont les animaux, soit qui ont déjà disparu, soit qui sont en voie de disparition. Dans les loups du clair de lune, la bête dont la grand-mère a retrouvé la petite touffe de poils, c'est un animal qui s'appelle un loup de Tasmanie. Alors en fait, il a plein de noms. Ça peut être loup de Tasmanie, ça peut être tigre de Tasmanie, il y a un nom un peu plus compliqué, c'est thylacine. Je ne sais pas, c'est un nom que tu connais, oui, j'ai entendu. C'est pas la même bête. C'est pas la même bête. Les deux vivent en Tasmanie, mais c'est pas la même bête. Bon, et le loup de Tasmanie, je pourrais vous montrer des photos, j'ai ça sur mon petit ordinateur. C'est un animal, alors c'est ce qu'on appelle un marsupial. Donc c'est un animal qui fonctionne comme les kangourous. Les femelles ont une poche ventrale, les petits naissent alors qu'ils sont pas du tout formés, c'est des petits fœtus qui ont juste la force de se glisser dans la poche ventrale de la mère, de se coller à une mamelle, et ils n'en bougent plus pendant un temps fou. Voilà. Et après ça, voilà, ils grandissent en fait dans cette poche exactement comme les petits kangourous. Et quand ils commencent à pouvoir se déplacer, ils sortent de la poche et à la moindre alerte, hop, ils rentrent. Voilà. Et donc ça n'a rien à voir, cet animal n'a rien à voir avec les loups, je veux dire qu'on connaît. On ne connaît pas souvent un loup.
Et c'était des carnivores. Et à l'époque, la Tasmanie était une colonie anglaise. Et le gouvernement tasmanien, le gouverneur anglais de la Tasmanie, a décidé qu'une prime serait donnée. C'était une prime d'1 livre à l'époque. Alors je ne serais pas capable de vous dire combien ça fait en euros. Ça serait assez important pour que tout le monde se mette à chasser les loups. Et donc c'est devenu presque un métier pour certains. J'ai une photo sur laquelle on voit, je sais pas, 6 ou 7 dépouilles de loups qui viennent d'être chassés. Et ils ont été tellement chassés qu'ils ont fini par disparaître. Le dernier loup a été abattu aux alentours des années 30. Il en restait encore quelques-uns dans les zoos. Et puis, quand ceux qui étaient dans les zoos sont morts, ils n'ont pas réussi à se reproduire aussi. Quand ceux qui étaient dans les zoos sont morts, eh ben, on n'a plus trouvé, on n'a plus vu. Et l'espèce a été déclarée éteinte. En gros, entre la dernière observation d'une espèce dans la nature et le moment où l'espèce est déclarée éteinte, il faut attendre à peu près 50 ans. Donc l'espèce a été déclarée éteinte, je crois que c'est en 1986, quelque chose comme ça. Et ce qui est assez intéressant et intriguant, et ce qui permet d'écrire des histoires aussi, c'est qu'en Tasmanie, il y a toujours des gens qui sont persuadés qu'il existe encore dans des coins très paumés. Alors les coins très paumés, c'est à l'ouest de la Tasmanie, et du côté des Cradle Mountains, dans ces coins-là. Voilà. Donc il y a toujours en Tasmanie des gens qui sont persuadés qu'il existe encore quelques rares loups de Tasmanie dans ces coins-là. Et comme toujours dans ces cas-là, certains ont réussi à les prendre en photo. Sauf que les photos, c'est toujours de nuit par temps de brouillard et à 500 mètres. Donc one bête, effectivement, avec 2 oreilles, 4 pattes et une queue, sauf que ça pourrait être à peu près n'importe quoi. Un renard, un chien, un chat, peut-être pas un chat quand même, enfin bon, voilà. Et récemment, c'est il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai lu, mais j'ai jamais rien vu repasser à ce sujet-là, que non pas en Tasmanie, mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc on passe carrément, la Tasmanie elle est au sud de l'Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée on passe totalement au nord de l'Australie, on aurait retrouvé au moins des traces de quelques loups de Tasmanie, c'est sous toute réserve, hein. Je n'en ai jamais réentendu parler depuis. Voilà, mais c'est assez fascinant de voir, parce que là c'est très documenté l'histoire des loups de Tasmanie. On a les photos de ces gens qui étaient très très fiers de les tuer, de les abattre. Et on a même la photo de celui qui est apparemment le dernier, enfin celui qui a tué le dernier loup, quoi, qui est ultra content de lui. Voilà, il a touché sa prime, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a entre les mains le dernier animal. Voilà, donc ces choses-là, je trouve que c'est très, très, très passionnant. Pareil, et l'histoire du mammouth, pareil, c'est une histoire que j'ai trouvée passionnante, quoi. Ça faisait très longtemps qu'on trouvait tous les peuples qui vivaient au nord de la Sibérie savaient qu'on trouvait sous terre, quand il y avait du dégel ou quand l'eau des rivières entraînait des pans de rive, on trouvait des os de mammouth, on trouvait parfois des mammouths entiers, on trouvait évidemment les défenses, etc. etc. Et ça continue, on continue à en trouver d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Ça faisait très longtemps que les scientifiques, qui étaient plutôt à l'ouest de la Russie, donc du côté de Moscou, Saint-Pétersbourg, savaient que ça existait, sauf qu'à l'époque, comment ramener une énorme carcasse de mammouth qui est à 4000 km de là, comment la ramener, j'allais dire vivante, mais entière, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et ce qui a permis que ce mammouth de la Berezovska fasse ce trajet, si on peut dire, c'est le télégraphe. C'est-à-dire qu'il y a une ligne télégraphique qui a traversé toute la Sibérie, qui passait, qui descendait, qui rejoignait le lac Baïkal, Irkoutsk, etc., et qui remontait jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et donc les scientifiques de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg ont proposé une prime à qui trouverait un mammouth entier pris dans la glace. Et donc je raconte à ma sauce l'histoire d'une fille qui a une dizaine d'années, et qui en partant chasser avec son père va découvrir ce mammouth pris dans la glace. Et le père est au courant de cette prime. 400 roubles à l'époque, c'était une fortune pour lui. Et donc il va aller voir
le comptoir dans lequel ils vendent ses pots. Et c'est le responsable de ce comptoir dans lequel ils vendent les pots qui va prévenir les scientifiques qui vont faire tout ce trajet. Ils ont mis plus de 3 mois pour faire le trajet aller, 2-3 semaines pour démonter, entre guillemets, le mammouth, parce qu'il fallait être complet aussi, lui, hein. Et revenir en plein hiver, parce qu'ils étaient obligés de faire ça en plein hiver, s'ils voulaient conserver l'animal, quoi. Ils sont revenus à Saint-Pétersbourg, ils ont commencé à le remonter, et ils se sont vite heurtés à un problème, c'est que le mammouth, il était entier, il y avait les poils, il y avait la chair, il y avait les boyaux, il y avait les trucs, etc. Et ça commençait, pour parler clair, il commençait à pourrir, leur mammouth. Et à l'époque, donc on est en 1902, il y a le tsar et la tsarine, donc l'impératrice et l'empereur de Russie, qui entendent parler de ce mammouth comme une bête extraordinaire, et qui disent on veut le voir. Alors quand l'empereur se déplace, quand le tsar se déplace, ça rigole pas. Sauf que, je vous répète, le mammouth tuait terriblement. La tsarine arrive, alors très belle femme, là aussi j'ai des photos. La tsarine, quoi. Elle rentre à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, elle a effarée, elle sort, elle se met un truc sur le nez, et elle demande à Pfitzenmayer, qui était donc l'un des scientifiques qui avait ramené cette carcasse de mammouth, dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de réellement intéressant à Brest? Et lui, il avait passé des mois à travailler là-dessus. Voilà. Une histoire comme je les aime bien. Mais du coup, la part du réel et de l'imaginaire, comment vous tout Bah, oui, alors, par exemple, cette histoire de mammouth, Pfitzenmayer, dans le livre qu'il a écrit, parle d'un guide, un jeune guide de chasse qu'il a embauché. D'accord. Il donne son nom. Il s'appelle Amouxa. Et moi, je me suis dit que j'allais donner vie à cet Amouxa. Voilà. Et pour corser un peu les choses, j'imagine qu'Amouxa, au lieu d'être un garçon, est une fille. Et l'histoire commence au moment où la mère d'Amouxa met au monde un autre enfant, et c'est encore une fille. Et pour son père, avoir 2 filles, c'est une catastrophe. Lui qui est un trappeur, qui est un chasseur, etc., pour être clair, 2 gonzesses, franchement, c'est pas du tout ce qu'il voulait, quoi. Et donc il va raser les cheveux d'Amouxa, il va l'habiller comme un garçon, il va l'élever comme si elle était un garçon, en lui apprenant à chasser, à poser les pièges, à attraper, en fait, en pleine forêt, etc., etc. Et il y en a un qui ne va pas être dupe, c'est Pfitzenmayer, qui va tout de suite repérer que Amouxa, c'est pas un garçon. Il va sentir les choses, quoi. Voilà, et ça va être lui, grâce à lui, que cette fille va pouvoir dire, finalement, oui, je suis une fille. Je suis pas le fils de mon père, je suis ta fille. Voilà, donc j'aime bien, voilà, je mélange un peu, je bricole tout à ma sauce. Historiquement, c'est... Oui, mais il faut trouver des livres plus sérieux. Il faut trouver des livres plus sérieux que ça, si on veut avoir vraiment l'histoire réelle. Oui, vas-y. C'est quel le livre que vous avez pris le plus de plaisir à écrire? Je crois que la réponse que je peux te faire, je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui la feraient. C'est un livre que tu n'as pas encore lu parce que c'est celui que j'ai pas encore terminé. Voilà, une fois que c'est écrit, une fois que c'est imprimé, je ne peux plus rien faire. Même si parfois, en me relisant, je me dis, tiens, cette phrase-là, pas terrible, là tu aurais pu améliorer les choses. Bon, mais c'est imprimé, c'est comme ça, et on ne peut pas changer toutes les 5 minutes. Alors que celui sur lequel je suis en train de travailler, je peux tout faire pour qu'il soit le mieux possible. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver, hein. Je vais essayer. Alors justement, ce que vous aimez écrire, parce qu'on a reçu Nathalie Thomas, et qui nous disait que elle, la phase d'écriture, c'était ce qu'elle aimait le moins en fait. C'était un peu une corvée pour elle. Elle aimait les moments de recherche, les moments de création, et que la phase d'écriture, vraiment. Alors, je comprends assez bien ça, moi, je crois. Alors, la phase de recherche, j'adore. Là, je pourrais ne jamais m'arrêter, que ce soit sur Internet, que ce soit en bibliothèque, à travers des revues, des livres, etc. Bon, là, j'adore ça. Bon.
La phase d'écriture, le début est toujours... J'aime beaucoup le début. Généralement, les 20 premières pages, ça va tout seul, pour on étouffe tout ça. Et puis, il y a toujours un moment, effectivement, enfin, au moins ce qui me concerne, où je cale, où je bute, où je prends pas une mauvaise direction. Donc là, il y a un moment plus difficile, effectivement, moins plaisant. Et même parfois, il faut que je me force un peu pour m'y mettre. Et puis après ça, il y a un moment de grand plaisir. Alors ça, j'adore, c'est sous les relectures. Le moment où on peaufine le texte, où on se dit, tiens, mais cette phrase-là, si je la mets 3 lignes plus haut, ça va bien mieux marcher. Ça sert strictement à rien, je supprime. Là, il manque un petit quelque chose pour que la petite mécanique se mette bien en route. Ça c'est un moment que j'aime énormément. Voilà. Et après ça, il y a un moment que je déteste le plus, c'est le moment où il faut envoyer le manuscrit à l'éditrice. Ça, j'aime pas. Les retours, Forcément, elle fait des retours. Alors, si vous voulez, les retours, il y a le retour très agréable, c'est très bien, tu touches à rien, et voilà, voilà, c'est bon, ça marche. Il y a l'exact opposé, c'est le plus désagréable, on va pas prendre. Ça va arriver. Et puis, il y a toujours voilà, des propositions de retravail du texte qui sont souvent très justifiées. Parfois, on n'est pas d'accord. Mais c'est un travail intéressant, de toute façon, et indispensable d'avoir ce coup d'œil extérieur. Enfin, extérieur. Il n'est pas extérieur, parce que c'est l'éditrice. Ce coup d'œil autre que celui de la personne qui a travaillé son texte pendant des mois. C'est parfois agaçant, mais ça pose toujours des questions. Voilà. Est-ce que finalement, c'est bien de changer ce truc-là? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'il faut que j'introduise ce personnage-là un peu plus tôt pour que ça fonctionne mieux? Etc. etc. Voilà. Là, dans l'île sous la mer, sur la fin, il y avait quelque chose avec lequel elle n'était pas tout à fait d'accord. Voilà, alors j'ai rajouté une petite phrase. Quand je lui ai renvoyé le manuscrit définitif, je lui ai dit, je suis quand même pas certain que ce soit très utile. Donc je vais bien voir quand je vais recevoir les épreuves, je vais voir si elle l'a conservé finalement ou pas. Voilà. Je crois que vous avez tout publié à l'école des loisirs. Non, j'ai fait de temps en temps des infidélités à l'école des loisirs. Ça, par exemple. Voilà. Ah oui, celui-là, Flammarion. Ça, c'est Flammarion, et le tout premier, il était chez... Non, ça c'est... Ah oui, Flammarion aussi. Voilà, le tout premier était chez Casterman. Le monde d'en haut. Voilà, le monde d'en haut, il était chez Casterman. Voilà. Est-ce qu'il y a des livres qui sont sur commande ou est-ce qu'à chaque fois c'est vos propositions? Alors, sur commande, à l'école des loisirs, il y a eu, à un moment, ils ont lancé une collection de biographies qui s'appelait Belle Vie. Oui. Voilà, Oui. et donc toujours mon éditrice, Véronique Aetzer, m'a proposé d'écrire, voilà, de me lancer dans une biographie. Alors, il y avait une liste, bizarrement dans cette liste, il y avait une seule femme, Marie Curie, dont tout le monde connaissait le nom, puis je me suis aperçu que je ne connaissais rien sur Marie Curie, en fait, finalement, des histoires de radium, donc voilà, ça n'allait pas plus loin que ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais me plonger dans la vie de Marie Curie. Et là, donc, ça ne devient plus une commande, parce qu'à partir du moment où ça devient passionnant pour soi-même, c'est plus une commande. Et par la suite, il y a eu, ça correspond à un moment où j'avais un petit blanc, moi, dans mon écriture personnelle. Et je lui ai donc proposé de faire un autre personnage qui est Charlemagne. Et je ne sais pas pourquoi, Marie Curie, c'est un bouquin qui s'est plutôt bien vendu. Et Charlemagne, ça a été une catastrophe totale. Alors que j'ai adoré écrire cette histoire. Mais quel enfant a envie de lire l'histoire d'un homme qui a inventé l'école? Oui, mais il n'y a pas que ça quand même. Ça commence. Moi, le tout début de ma petite bio, c'est Charlemagne qui a 12 ans accueille le pape qui vient de Rome spécialement pour voir son père. On est en plein hiver, on est à Lens, il fait un froid de loup. Le pape s'est perdu en route. On n'imagine pas ça aujourd'hui. Les papes, ils ont des gardes du corps, des trucs, des avions, des motos, des policiers, etc. Le pape s'est perdu entre Rome et Langres. Et qui est-ce que le roi des Francs à l'époque envoie pour accueillir le pape en personne?
son fils qui a 12 ans, c'est une histoire de dingue. Quand même. C'est un tel décalage par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, voilà, enfin, c'est un livre qui n'a pas trop marché. Moi, j'ai pris un plaisir incroyable avec eux. D'accord. On a une question de l'équipe ABLF. Le monde d'en haut était de la science-fiction. Est-ce que vous êtes revenu ou allez revenir à ce genre dans d'autres... Pour l'instant, c'est pas au programme. Est-ce que j'ai fait un livre de science-fiction? Je me pose encore la question. Je suis pas sûr d'être très très doué là-dedans. En même temps, c'est un livre qui a, je sais pas, au moins 20 ans. Et je m'aperçois qu'il continue à être lu, à être vendu, ce qui n'est pas désagréable non plus. Bon, mais je crois que mon imaginaire est beaucoup plus maintenant axé sur ce dont on a parlé là depuis le début, c'est-à-dire cette espèce de lien entre... J'aime bien écrire à la jonction de l'imaginaire et puis du réel. Voilà. Et qu'on ne sache jamais trop si ce que je raconte est vrai, entre guillemets, ou si c'est de la pure invention, de la pure imagination. Voilà. J'aime bien cette espèce d'entre-deux, un peu flou. Pour les adultes, vous avez déjà écrit aussi? J'ai commencé comme ça, c'est ce que j'ai fait de pire. C'est pour ça que vous avez changé complètement. J'ai commencé par 2 romans policiers adultes qui ont été publiés. Hein. Enfin, aujourd'hui, j'en parle même plus. Et puis il y a eu un recueil de nouvelles qui était pas mal, pas de mon point de vue, mais qui a été publié chez un tout petit éditeur qui a disparu. C'est quelque chose de moi. Bon, voilà, mais j'ai commencé comme ça. Voilà. Oui. Est-ce que vous écrivez que des livres avec des histoires vraies? Alors j'aime bien, tu sais ce que c'est qu'une dédicace? Oui. Tu sais, quand tu as un livre, tu es devant l'auteur et tu as envie que l'auteur te marque un petit mot spécialement pour toi. Alors, je pense que tous les auteurs sont comme moi, on a toujours en tête une collection de petites phrases qu'on peut réutiliser en changeant un petit mot, un truc, machin, bon bref. Et une des petites phrases que j'aime bien, c'est pour laquelle cette histoire qui frôle de près la réalité. Et j'aime bien cette idée. Quand j'écris cette phrase-là, j'ai en tête, toi, tu imagines dans l'espace une planète, et puis tu as un météore qui vient la frôler. Toi, et alors, qui ne rentre pas en collision avec, mais qui passe dans son atmosphère, puis qui disparaît après. Voilà, et voilà, j'aime bien que mes histoires frôlent la réalité. J'adore que les gens me demandent si c'est une histoire vraie ou pas. Voilà, et quand on me demande si c'est une histoire vraie, je réponds qu'elle est faussement vraie. Ou vraiment fausse, ça dépend. Voilà, il y a toujours cette espèce de petite incertitude. Moi, je me demandais par rapport aux personnages des ados et des enfants et des adultes, qui sont en fait pour qu'ils soient si attachants. Parce que du coup, en tant qu'adulte, pour moi, c'est des romans qui vont aussi pour les adultes. Je sais absolument pas quoi vous Non, ce que j'essaye de faire, c'est faire comme dans nos vies quotidiennes, c'est-à-dire on rencontre finalement assez souvent cette espèce de mélange avec lequel il faut se dépatouiller, de moments agréables, de nouvelles agréables, enthousiasmantes, de bonheur, et puis tout d'un coup de moments de passage difficile, de tristesse, de rupture, de mort, etc. Et j'ai l'impression que nos existences, elles sont mêlées voilà, c'est une sorte de tissage entre du bonheur et puis des moments difficiles, voire du malheur et de la tristesse. Et j'essaye dans mes bouquins que mes personnages ressentent un petit peu les mêmes choses, quoi. C'est-à-dire se soient confrontés. Dans Les Loups du clair de lune, la fameuse grand-mère va avoir une crise cardiaque, elle va passer à 2 doigts de claquer. Bon, et là, c'est un moment rude, difficile, et qui est environnée par un moment plutôt agréable, puisqu'elle vit dans un endroit que Anna adore, sa petite fille adore. Bon,
Voilà, donc j'aime bien, là aussi, il y a cette espèce de mélange. J'aime bien beaucoup jouer là-dessus. Vous avez un personnage qui est, moi je trouve très emblématique et qui est complètement classé des ados, qui est souvent dans le fils de l'extérieur, avec un travail sur le langage en plus, sur la façon dont lui apprend le français petit à petit. Vous êtes inspiré par où est-ce que vous l'avez trouvé cette façon? Alors, j'ai trouvé dans plein d'endroits différents. Dans votre classe? Non, non, avec là, je vous répète, moi j'ai été enseignant 5 ans et il y a 30 ans. C'est vraiment... Il y a un livre dans lequel j'ai repris effectivement un modèle sur un des gamins que j'avais en classe à l'époque. Et ça remonte à j'habite Dijon. Quand je vais chez mon éditeur à l'école des loisirs, ils sont à Paris. Donc j'arrive à Gare de Lyon. Et donc je n'aime pas trop prendre le métro. Je me déroule pour pouvoir avoir le temps de faire le trajet de la Gare de Lyon jusqu'à mon éditeur qui habite à côté du jardin de Luxembourg. Pour faire ce trajet-là à pied. Et l'année qui a précédé l'écriture du fils de Moussaré, donc j'ai oublié la date, mais peu importe, un des chemins possibles que je pouvais prendre en sortant de la gare de Lyon, c'était de longer le faubourg Saint-Antoine jusqu'à la Bastille, et puis de rejoindre la Seine, etc. Il y a un chemin plus court, mais j'aimais bien ce chemin-là. Et plusieurs fois, en le prenant en plein hiver, donc en gros à cette saison-ci, je suis passé sur le faubourg Saint-Antoine, devant ce que j'ai appelé dans la dédicace une famille rome. En fait, je ne sais pas si c'était une famille, c'était des gens qui avaient passé la nuit dans la rue, sur les cartons, avec les couvertures. Il y avait des adultes, il y avait des jeunes qui avaient à peu près vos âges, il y avait des petits, il y avait des filles qui avaient une quinzaine d'années, qui avaient un gamin entre les bras. Est-ce que c'était leur gamin, est-ce que c'était leur petit frère, je ne sais pas. Bon, déjà, donc là, il y a une première... je me suis dit, mais quelle est l'histoire de ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe derrière pour qu'ils viennent échouer sur un trottoir parisien en plein hiver? Quelle est leur histoire, quoi? Donc ça a été vraiment le point de départ. Et ensuite, je me suis dit, ces gamins roms, quand on les croise dans les grandes villes, à Dijon, il y en a un petit peu, mais pas trop. À Paris, il y en a partout. Et les villes comme Bruxelles, Berlin, Francfort, il y en a beaucoup, quoi. Et il y a toujours ce sentiment de méfiance. Quand on les voit monter dans un métro, on se dit, oh, il va me piquer mon portefeuille, c'est sûr. Donc il y a toujours cette espèce de rejet. On se méfie. Et en fait, on ne pense jamais que ce sont des gens qui sont comme vous et moi et nous, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité, une intelligence, une famille, des instants de bonheur, des instants de malheur, etc., etc. Et sur l'intelligence, on ne se pose jamais la question de l'intelligence de ces gens-là. Et je me suis dit, si je prenais un de ces gamins et que j'en faisais quelqu'un de supérieurement intelligent, quelqu'un qui n'est pas à la place où on s'attendrait à le voir. Et un des jeux qui m'intéressait pour ça, c'était le jeu d'échecs. Je montre la table parce qu'il y a un échiquier sur la table. Et justement, en continuant mon périple pour aller jusqu'à chez mon éditeur, je passais dans les jardins de Luxembourg. Et dans les jardins de Luxembourg, il y a une allée. Il y a des tables comme ça qui sont en plein air. On est donc en plein air avec des échiquiers dessinés dessus. Et sauf quand il pleut des cordes, il y a quasiment toujours des gens en train de jouer. Et je me suis dit, mais les échecs, voilà l'occasion géniale. C'est 3 fois rien un jeu d'échecs. C'est des trucs qu'on déplace comme ça. C'est un jeu ultra complexe qui demande une intelligence et une mémoire hors du commun. Et si mon petit gamin Rome se révélait être un génie des échecs. Et j'avais par ailleurs un autre modèle qui était un gamin qui s'appelle Fahim Mohamed. J'ai parfois trouvé d'autres noms de famille, donc je ne sais pas, moi je connais ce nom-là, Fahim Mohamed, qui est un gamin qui venait du Bangladesh. Ses parents ont quitté le Bangladesh pour des raisons politiques, ils se sont réfugiés en France, ils n'avaient pas les papiers, ils étaient sympathiques, comme on dit. Et ce gamin jouait déjà aux échecs au Bangladesh. En France, ils ont atterri à l'est de Paris, dans une ville qui s'appelle Créteil. Et les parents de Fahim se sont débrouillés pour qu'il intègre le club d'échecs du coin. Et très vite, les responsables de ce club d'échecs se sont rendus compte que c'était un gamin doué, tellement doué qu'à un moment, il a été question de le faire rentrer dans l'équipe de France junior d'échecs. Je ne savais même pas que ça existait, ça. Sauf qu'il était sans papier.
dans l'équipe de France, par définition, on ne peut prendre que des gens qui sont en règle ou de nationalité française ou en règle avec la législation. Et les responsables du club devaient avoir la main longue, puisqu'ils ont réussi à avoir un rendez-vous avec le cabinet du Premier ministre, François Fillon. Je ne sais plus, mais à l'époque, c'était lui. Et contre toute attente, le cabinet de François Fillon a fait le nécessaire pour que Fahim et sa famille aient des papiers leur permettant de rester en France. Et Fahim a intégré cette équipe française d'échecs. Et il est toujours aujourd'hui très bien classé, quoi. Et donc voilà, j'ai repris la scène devant le ministre, etc. Voilà, j'ai fait un petit mélange entre tous ces trucs-là, une fois de plus un petit mélange, voilà, entre des diverses idées, pardon, venues un petit peu partout. Et voilà, l'idée d'avoir un gamin ultra intelligent et qui sont pas à sa place. Alors je m'en suis aperçu parce que j'ai encore le temps de continuer, je sais pas. Non, Oui, quelques bon. petites minutes. Pour écrire ce livre, j'ai eu l'occasion d'aller assister à des tournois d'échecs de jeunes. Donc les plus jeunes avaient 7-8 ans, les plus âgés avaient 14-15 ans. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que c'était un gamin d'origine asiatique qui gagnait, personne ne s'en étonnait. Un petit chinois, un petit japonais, tout le monde était là en train de dire, quasiment, c'est parfaitement normal qu'il soit le meilleur, ils sont branchés comme ça, ils sont connectés comme ça, quoi. Je me suis dit, mais un petit gamin rome, si on met un petit gamin rome là-dedans, tout le monde va dire, mais tu t'es trop casting, mon gars, c'est pas de place, quoi. Voilà, donc cette idée-là m'intéressait beaucoup. Justement, par rapport au fils de Paris, il a été adapté en BD. Oui. Oui. D'où est venue l'idée? Comment ça s'est passé? C'est passé par l'éditrice de la bande dessinée, qui a lu le roman, et qui m'a demandé si j'étais d'accord pour l'adapter. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez dû le retravailler ou est-ce que Alors, là, pour être très clair, j'ai rien fait. J'ai juste donné mon avis une fois de temps en temps, et pas plus que ça. C'est-à-dire que écrire une BD, c'est très différent d'écrire. L'écriture d'une BD est très différente de l'écriture d'un roman. D'ailleurs, pour une BD, on parle d'un scénario, quoi. Voilà. Et ça, moi, je ne sais pas faire. Donc, c'est Cyril Pomès, qui est le dessinateur, qui a également fait le scénario. Alors, on était en contact très souvent, quand même, mais c'est vraiment lui qui a tout fait, y compris un certain nombre de choses qui, au début, m'ont agacé. Le début de la BD n'est pas le début. La scène que je viens de raconter, tout simplement, la rencontre entre Fahim, Cyprian, dans le roman, et le ministre. Moi, dans le livre, ça doit prendre un ou deux chapitres. Dans la BD, c'est réduit à une vignette. Même pas une page, une petite case, pouf, comme ça. Alors que moi, je trouvais que cet épisode était... Ça me plaisait, mais cette idée-là, l'écriture m'intéressait beaucoup. Et Cyril me l'a supprimé, il a dit, enfin, pas supprimé, une petite case, quoi. Bon, mais en même temps, ben voilà, c'est la règle du jeu, quoi. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec la même histoire, et finalement, deux récits différents, qui ne s'articulent pas de la même façon l'un et l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'une même histoire reprise par des personnes différentes devient une nouvelle histoire. Ouais, et j'ai adoré le travail qu'a fait Cyril. Et on s'est très bien entendu. On s'est même pas engueulé. On va terminer avec une dernière question que je vois en ligne de Christine. Pourquoi n'écrire que des livres pour la jeunesse? Alors, que répondre à ça? Non, c'est vrai. Non. Bon, déjà, je ne me sens pas diminué à l'idée d'écrire des livres pour la jeunesse. Moi, quand j'étais gamin, il se trouve, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il se trouve que ma mère a été très gravement malade. Je n'ai pas fait le compte, mais je pense qu'elle était beaucoup plus souvent à l'hôpital qu'à la maison.
Alors je suis tout neuf. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas de trucs comme ça à l'époque. Hein, voilà. Il y avait les livres. Et les livres à l'époque, alors au moins dans mon souvenir, c'est peut-être un souvenir que j'ai reconstruit, et ça c'est possible. Hein, et au moins dans mon souvenir, les livres étaient... La médiathèque va bientôt fermer ses portes. Si vous avez des documents empruntés, merci de vous rapprocher des automates de prêt. Je termine vite fait. Voilà, donc les livres à l'époque, ça a vraiment été mon bateau de secours, quoi, mon canot de secours. Et je crois qu'en écrivant pour la jeunesse aujourd'hui, si je dis d'une certaine façon, je paye mes dettes. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc je crois que là, Belle conclusion. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci.